qu'est-ce qui est exclusivement végétarien, qui a les testicules qui pendent, qui s'entend à des kilomètres à la ronde, et qu'on va essayer de trouver avant que je me fasse bouffer par un croco? C'est un gamin qui s'est fait emporter. Ça t'arrache une jambe. C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Je vous emmène avec moi dans les mangroves sur la piste du singe hurleur. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'Animo Mode d'Emploi. Aujourd'hui c'est une expédition pour aller chercher des petits singes qui se trouvent dans les mangroves en pleine Amérique centrale. Alors, je vous rassure, on les trouve pas forcément que dans les mangroves, c'est juste que c'est un écosystème tellement particulier, la mangrove, que je me suis dit pourquoi pas essayer de faire une vidéo sur ces singes-là et dans ces conditions. Et alors pourquoi je tiens mon pied photo de cette position? C'est parce que l'endroit où on est, il peut y avoir des crocodiles. Et un pied déplié comme ça, ça pourrait m'empêcher de me faire choper la jambe. Il faut surtout pas sous-estimer les crocodiles. Même dans très peu d'eau, si elle est trouble, un crocodile de plus de 3 mètres peut au moins s'y cacher. Ça m'est déjà arrivé de marcher sur un crocodile et heureusement que j'avais mes guêtres militaires pour me protéger les jambes. Ça ne l'a pas empêché de faire 2 trous dedans. Depuis, je me méfie et je sonde toujours l'eau même quand il y en a très peu. Ici, il n'y a pas énormément d'attaques, mais il y en a. La dernière elle date de 2019 je crois. Bon c'était pas du tout ici, mais c'est un gamin qui s'est fait emporter. Un crocodile ici de 5 mètres de long parce qu'il y en a, même 3 mètres, c'est quoi disons 3 mètres. Et ça t'arrache une jambe. Facile. La dernière fois que je me suis retrouvé dans une situation dangereuse comme celle-ci, j'étais avec le Sinac pour retirer des filets de pêche illégalement posés sur plusieurs centaines de mètres par des pêcheurs. Le problème c'est l'abus de confiance. On se dit qu'il va rien nous arriver, mais les accidents comme ça n'arrive pas qu'aux autres. Ici, c'est pas de la prudence dont il faut faire preuve, mais d'intelligence. L'avantage qu'on a dans un coin comme celui-ci, c'est que l'eau elle est peu profonde, donc on peut voir très facilement le sol, donc le sable en bas. Par contre, dès que tu as des zones d'ombre, et en plus c'est plus profond, c'est là que ça devient dangereux. Même croiser un jeune, ce serait dangereux. Genre là. Ce coin-là, ça c'est de la tricherie ça. Et ici c'est une bien maigre consolation, mais c'est mon trépied photo qui me sert de protection. J'ai bon espoir que si un crocodile mord dedans, il s'en mêlera la mâchoire dans les mécaniques. Enfin bon, je ne crois pas que quelqu'un ait déjà testé cette technique. Et je n'ai pas forcément envie d'être le premier. Alors les mangroves, c'est un écosystème tout particulier. Pourquoi? Parce que ces arbres, ces magnifiques arbres aux racines genre juste aériennes de dingue qu'on appelle des palétuviers. Hyper important pour les écosystèmes, tellement ça regorge de biodiversité. Oh putain, hein? Je m'enfonce. Tu t'enfonces? Ah oui. Je sais pas si on voit bien mais... Ça ce sont des choses qui arrivent couramment dans les mangroves. Anodin, ça peut quand même devenir relativement dangereux compte tenu de la situation. Si nous sommes de constitution sportive, quelqu'un de moins habitué pourrait très vite se laisser emporter. Je me suis déjà retrouvé dans des terres mouvantes ou des sables mouvants comme celui-ci, et le problème c'est que plus on prend appui sur un pied, plus l'autre s'enfonce. La technique, c'est d'essayer de s'allonger au plus proche du sol et d'avancer à l'horizontale. Mais ici dans l'eau c'est un peu plus compliqué. Heureusement, on est 2. Non mais pour de vrai. Genre vraiment. Tiens, attends, prends mon bras. Mais je peux pas. Mais moi aussi. Attends. Là, ici. Attends. Pas mal. Là, il y a mon pied. Même si j'ai l'habitude de partir tout seul, il vaut mieux rester accompagné. C'est justement dans des situations comme celle-ci qu'on est content d'avoir quelqu'un à ses côtés. Putain. C'est bon? Ouais. Putain, regarde mon pied de la caméra, je l'ai posé. Tu vas refaire. On va essayer de rester. Tu me gardes en vie, hein. Loin. On va plutôt aller par là. On va essayer de rester plutôt dans cette direction-là. Pauvre Aaron, complètement essoufflé. En plus, petite faute professionnelle, mais le micro que je porte à la cravate n'était absolument pas branché. Ne vous inquiétez pas, on s'en rend compte à un moment dans la vidéo. Et heureusement qu'on s'en rend compte au meilleur moment.
Mais nous devons quand même avancer. Le niveau de l'eau monte et on doit quand même anticiper le retour. Et ce que j'adore moi dans les mangroves, c'est les crabes et les bernères l'ermite. Ici t'as tout un tas de petits crabes, t'as les crabes de la famille des Géosézarmidés, je crois, ou Géosézarmidés, je crois. Géosézarmidés. Bref, c'est des crabes d'eau douce, parce que forcément dans les mangroves, t'as un mélange entre de l'eau salée qui vient de la mer et l'eau plate, j'arrête de dire l'eau plate, l'eau douce qui vient des montagnes. Donc le mix des deux, ça fait de l'eau saumâtre. Et tu vas avoir plein de petits crabes comme c'est pas des Géosézarmas, c'est une d'autres espèces, parce que les Géosézarmas c'est l'Asie du Sud-Est. En gros des crabes d'eau douce que tu vas voir sur les branches et qui vont se balader et qui vont très peu aller dans l'eau finalement, et que tu peux retrouver loin dans les terres aussi. Les Gecarcinus, ou les crabes Halloween, sont des crabes terrestres qu'on retrouve sur le rivage et jusqu'à plusieurs centaines de mètres dans les terres. Ces crabes aux colorations très vives se nourrissent, comme toutes les espèces de crabes quasiment, des détritus qui se déposent sur le rivage, ou bien qu'ils trouvent sur la litière de la forêt. Ils sont grégaires, donc vivent en groupe, mais chaque individu possède son propre terrier. Et ici, dans les mangroves, plusieurs espèces de crabes vivent en sympatrie. Et je vais te montrer des crabes Halloween peut-être, si on a de la chance, mais je crois que j'en vois les terriers. Mais vous ne trouverez pas ces crabes directement dans l'eau. Ils ont besoin d'une salinité, mais qui vont puiser directement au fond de leur terrier. Et pour les atteindre, il faut passer la barrière des palétuviers. Les racines peuvent être pleines d'aspérité, et leur relief pourrait abîmer des pieds moins entraînés. Cependant, elles sont solides, robustes, et peuvent supporter des poids considérables. Et pendant que Aaron essaye tant bien que mal de passer la barrière de palétuvier, moi je remarque un petit détail intéressant sur le sol. Oh regarde, il y a des traces. Il y a des traces de mammifères. Ça mon vieux, c'est du raccoon. Ouais. Et je dirais même plus du raccoon des mangroves. T'as deux espèces, t'as le raccoon des villes et le raccoon des mangroves. Les ratons laveurs, ou les raccoons, font partie de la famille des Procyon-nidés. Ce sont les représentants les plus connus de cette famille, bien qu'ici, en Amérique centrale, les plus communs soient finalement les coatis. Tous les représentants de cette famille sont des mammifères carnivores, et tous vivent plus ou moins en famille. Quand j'étais plus jeune, j'aimais pas trop ces animaux, car j'avais vu un documentaire où des coatis mangeaient des migales. Ces animaux à la truffe affûtée retournent le sol de la forêt pour y trouver de la nourriture. J'ai passé beaucoup de temps avec eux, en plus de m'en occuper dans des zoos. Et même si j'y ai pris beaucoup de plaisir, c'est finalement dans la nature que j'ai le mieux apprécié leur compagnie. Si on peut de temps en temps tomber sur un mâle solitaire, c'est bien souvent que purement par hasard, on se retrouve encerclé par toute une famille. Adultes, jeunes et nouveau-nés. Les adultes cherchent de la nourriture. Quant aux jeunes, ils jouent ou alors imitent les parents. Donc sous tout ce couvert végétal, t'as un crabe un peu particulier, c'est le crabe Halloween. J'ai un problème avec ce nom, je sais pas pourquoi il sonne mal dans ma tête. Crabe Halloween. Attends. Halloween crab. Attends. Et c'est un crabe terrestre qui va vivre dans le sol, d'ailleurs qui fait des galeries jusqu'à 1,50 m, n'importe quoi, que tu vas trouver en Amérique centrale, vachement en Amérique centrale et Amérique du Sud, un peu Amérique du Nord vers le Mexique, etc. Qui est magnifique, qui est rouge, violet, noir, avec des taches jaunes, c'est vraiment très 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 beau, et ça peut être un crabe très gros, vraiment ils peuvent être très très gros, ils peuvent faire à peu près cette taille là pour les plus gros mâles. Et là, je peux pas m'approcher plus proche parce que comme ils sont tous à côté de leur terrier, tu sais, en petite famille et tout, là, t'en as un là, et en petite famille, dès que tu t'approches, ces petits, tu vois, ces baltringues, hop, ils viennent directement se cacher dans le terrier, et du coup, finalement, je vous montre des trous. Regardez ce trou, c'est incroyable, c'est un trou. Je préfère vous montrer des crabes que vous verrez peut-être pas à l'écran, mais qui sont là plutôt que rien, en fait. Et c'est un peu des détritivores, tu vois, c'est un peu les chiens de la casse, c'est-à-dire qu'ils vont manger tout ce qui va être à côté de l'horaire de répartition. Et c'est pas étonnant, tu vois, encore d'en trouver ici, parce qu'on est à 10 mètres de la mangrove. Par contre, quand tu es en forêt, à plusieurs centaines de mètres du rivage, là, quand même, tu te dis, waouh, ils ont une sacrée capacité de réserve saline, parce que oui, il faut quand même qu'ils gardent du sel dans leur corps
pour pouvoir survivre. Et malheureusement pour ça, pour aller dans les terres, eh ben, ils sont obligés de traverser la route. Et c'est une hécatombe parce qu'ils se font éclater. Enfin, tous les animaux qui sont obligés de traverser la route lorsqu'il y a une grande migration pour passer de l'autre côté, ben, ils se font tous éclater. Donc je sais que parmi ceux qui regardent cette vidéo, il y en a parmi vous qui ont participé à des programmes de protection justement de ces animaux-là, qui ont fait des barrages pour les éviter de se faire écraser et de traverser n'importe où. Donc, je voulais vous remercier, vraiment vous faites un travail merveilleux qui est malheureusement pas suffisamment mis en avant. Et un jour je ferai une vidéo là-dessus et vous comprendrez, mais si vous tapez sur Google un barrage pour animaux sur la route, vous verrez de quoi je parle. Parce que eux, ils en sont victimes. Ouais. Allez, on continue, faut qu'on sorte de ce merdier, n'empêche, et qu'on rejoigne la forêt qui est par là-bas. Allons-y. Je me suis fait piquer par un truc. Ah ouais. Ah, le pied. Alors, là ce qu'il faut faire, c'est essayer de ne pas se faire croquer, mais ça m'étonnerait franchement, de continuer. Attends. Je crois que le meilleur... Luminosité. Ouais, vas-y, gère ta luminosité pendant que... Ouais, vas-y. Je pense qu'on peut sortir de ces mangroves. Attends. Oh putain, il y a un énorme crabe. Je crois que c'est exactement le gros que j'avais. Mais... Ah ouais, il est balèze. Ah putain. Regarde, il nage avec ses petites pattes là. Avec ses pattes chevelues là. Regarde, un petit crabe. Je l'ai perdu. Non, il est là. Et le crabe est balèze. Je vous le dis tout de suite, je vais pas l'attraper. Mais pour vous dire au moins ce que c'est un crabe de la famille des Portunidés. En d'autres termes, c'est une étrille. Sauf que celui-ci devait bien faire la taille d'un tourteau. Vous ne le verrez pas, mais si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, vous cherchez mud crab, donc les crabes de vase, et vous verrez que ce sont finalement des gros crabes avec une carapace pleine d'épines, mais surtout des grosses pinces et des petites nageoires. J'essaie de pas me mettre en... Même si le crabe réussit à m'échapper dans la vase, je parviens tout de même à en trouver un autre, mais en modèle réduit. Oh, c'est une petite étrille. Regarde les côtés. Aïe. Pardon, regarde les côtés hyper pointus de la carapace de ce crabe. Ah, je suis sûr. C'est éberluant. Et c'est de l'éberluanterie. Eh, monsieur Thomas Richard, océanographe là, hein, fan des crustacés, pouvez-vous me dire de quelle espèce s'agit-il? Monsieur Thomas Richard, océanographe, pouvez-vous me dire de quelle espèce de crabichon, hein, pouvez-vous me dire de quelle espèce de crabe s'agit-il? C'est une question très importante. Car même si j'ai le nom de la famille, je n'ai absolument pas le nom de l'espèce. Et si ça vous intéresse pas vous, moi, ça m'intéresse. En tout cas, ça se voit que c'est un crabe qui est fait pour nager. Regardez la dernière paire de pattes, elle est en forme de nageoire, de spatule. Et oui, car chez les crabes, tous ne sont pas capables de nager. Chez ces crabes-là, au niveau de la dernière paire de pattes, les deux derniers segments, appelés le propodus et le dactyle, se sont transformés en nageoires. Et elles sont très bien exploitées chez un autre genre de crabe, le genre Polybius. Contrairement à d'autres crabes comme les tourteaux, qui eux sont des crabes de roche, lithophiles, et qui en sont complètement incapables. Ici on a un vrai crabe de mangrove, capable de nager, et donc d'échapper à ses prédateurs. Bah regarde le bleu dans ses... Ah pardon, j'ai roté. Pardon, regarde le bleu dans ses pinces, à l'intérieur de l'articulation, tu vois? Et regarde comment il ouvre ses pinces, comment il ouvre ses pattes, la première paire de pattes. C'est pour intimider, tu vois cette couleur? Bah, je suis presque sûr que c'est pour dire me touche pas, je suis potentiellement dangereux. Je me risquerais pas le manger comme ça, mais... Et si certains crabes préfèrent se cacher, d'autres, lorsque ce n'est pas possible, vont complètement déployer leurs pinces. Ça leur permet d'apparaître plus gros, et comme chez certaines mygales ou chez certaines mantes, l'intérieur des pattes ravisseuses, ou des pinces, ou de la première paire de pattes, sont colorés. Je l'observe encore un moment, mais il est enfin temps de le relâcher. Presque sûr que si je le balance dans l'eau, eh ben il va se mettre à nager. T'es prêt? Attends, je vais le filmer. Vas-y. C'est un échec. Par contre, là il y a un petit Bernard l'ermite. Alors attends, j'ai une technique pour les faire sortir. Tu leur souffles dessus, mais pas genre juste comme ça. Tu leur souffles dessus avec l'air chaud qui sort de ta gorge. Tu vois, il est dedans. D'accord? Maintenant regarde.
C'est une technique non conventionnelle, mais plutôt efficace. Mais au moindre mouvement, il rentre. Et dehors. T'as vu comment il s'est chié dessus quand il t'a vu? Attends, je recommence. Mais encore une fois, je ne peux pas m'empêcher d'embêter les bestioles. Et le temps passe et on n'a toujours pas trouvé de singe hurleur. Il est beau. Il est zébré. Tu es zébré, le Bernard l'ermite. Ah, je suis zébré comme Bernard l'ermite. Maintenant, nous pouvons le relâcher. Oh, petit Bernard l'ermite. Continuons. On arrive finalement à sortir des mangroves. Ce n'était pas très compliqué, il suffisait juste de traverser, puis de sortir de l'estuaire pour rejoindre la plage. Point positif. Par là. On croise quelques amis à moi, des animaux que je connais bien, Ces oiseaux là. les fameux vautours. Je crois que j'ai fait une vidéo sur les vautours. Une vidéo courte, mais je vous invite cependant à aller la voir. Pour l'heure, il nous faut continuer. Parce que les singes hurleurs, finalement, on les croise pas sur la plage. Non, il nous faut pénétrer dans la forêt. Là, il fait bien trop chaud, et surtout, il n'y a aucun arbre fruitier. C'est juste qu'on va très peu les voir à cette heure-là dans les mangroves, dans les palétuviers, parce que là, c'est l'heure où ils vont chercher de la bouffe. La bouffe, elle est là-bas, là dans les... là où il y a des cocotiers, là où il y a des noix de coco. Donc, faut juste y aller, je crois. Alors allons-y. Après avoir traversé la longue jungle, on va peut-être essayer de trouver ce qu'on cherche dans cette forêt. Alors c'est pas une forêt au sens propre du terme, c'est plutôt un sous-bois de plage. Voilà. Là, c'est une ambiance particulière. Et je suis content de rentrer dans la forêt parce que mine de rien, le soleil tape. Et avec mon crâne à la frère Toc, même si je suis résistant, je peux vite choper une insolation. Qu'est-ce qui est beau cet endroit? Une insolation que j'ai peut-être déjà. Pouvoir tout oublier. Pouvoir tout oublier. Tout oublier. C'est quoi la suite? Ou alors j'ai juste perdu patience. Son esprit n'est plus à la mode. 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 Et après c'est quoi? J'ai oublié. J'ai tout oublié. Les singes. Viendez les singes. Faut les appeler. Comment tu imites le singe toi? Bah, je sais pas moi, dans la cuisine. On ne saura jamais finalement si c'est le cri qui les a attirés, mais bingo, on a ce qu'on cherchait. Cependant, ils sont pas nombreux. Et heureusement, ce ne sont pas des singes farouches. On peut donc s'approcher, évidemment en faisant attention, mais en courant et avec précipitation sans risquer de les faire fuir. Comme ça tu l'as en face. Et j'ai du mal à contenir ma joie tellement je suis heureux. D'une part parce que je vois un animal, et moi ça me suffit, mais aussi parce que j'ai trouvé ce que je suis venu chercher. Et enfin, parce que je vais pouvoir vous le montrer. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le voyez comme moi je le vois? Allez, fais-moi cette mise au point. Voilà, super. De tous les animaux les plus emblématiques des mangroves qu'on peut observer sur l'ensemble du territoire du Costa Rica, eh ben c'est probablement le singe hurleur. Là, juste au-dessus de moi, il y a un singe de 90 cm, 1 mètre avec la queue, pour à peu près 50 cm de corps, qui est en train de se balader jusque là. Hyper reconnaissable. Ils ont une fourrure qui va être marron foncé avec le dos beaucoup plus clair. En gros, roux. Et ça c'est Alouatta palliata. En d'autres termes, c'est le singe hurleur du Costa Rica. Parce qu'au Costa Rica, t'as qu'une espèce, et c'est celui-ci. On a recensé 13 espèces du genre Alouatta, et toutes endémiques des continents américains. C'est un animal tropical qui vit dans divers types de forêts. Sèche, humide, elle ne dépasse pas cependant 2000 mètres d'altitude. Non pas que ce singe est incapable de supporter le froid, évidemment c'est un mammifère, mais quitte à vivre au niveau des tropiques, autant avoir une température et un climat agréables. Viens, on va le suivre, viens. Viens. Il se déplace énormément, jusqu'à 5 km par jour. Alors quand je dis énormément, c'est qu'ils passent le plus clair de leur temps à se déplacer pour trouver de la bouffe. Quand ils n'ont pas trouvé de bouffe, ils se posent pour dormir. Et comme c'est des animaux qui se déplacent en groupe, là il y en a plusieurs au-dessus de nous là,
eh ben, ils font que ça, se déplacer d'arbre en arbre pour bouffer les feuilles, quelques fruits, tout un tas de matières végétales. Ah la vache. C'est des singes de la famille des Atélides, ou la famille des Atélidés. C'est une famille qui comprend 5 genres de singes. Les plus connus sont généralement les singes hurleurs, comme celui-ci, ou alors les attelles, les singes araignées. Mais tu as 3 autres genres dont tout le monde s'en fout, que personne connaît. Ce sont les Brachytelex, les Oreonax et l'Agotrix. Et en fait, ces singes-là, t'as juste à regarder une photo, tu te dis mais moi j'ai jamais vu ça de ma vie. Enfin, si tu dis ça ressemble à un singe qui ressemble à un autre singe qui ressemble à un autre singe. Et tous ces singes là ils font partie de la même famille et tu les trouves uniquement dans les Amériques. Viens, on essaye de pas le perdre. Évidemment, ces singes sont très actifs. Lorsqu'ils ne dorment pas, ils sont en phase de recherche de nourriture. Vous l'avez sûrement remarqué au travers de mes vidéos, mais lorsqu'un singe ne mange pas, il dort, et quand il ne dort pas, il mange. Et s'il se déplace, eh bien il faut se déplacer avec lui. Là il est bien. Là il est bien. Ce sont des singes, mais juste incroyables. On les appelle les singes hurneurs justement parce qu'ils ont développé au fil de l'évolution un os hyoïde, donc c'est un os que tu as au niveau de la cavité jugulaire, donc au niveau de la gorge, qui leur permettent de pousser des cris. Leur gorge se gonfle. En plus, donc, il fait office de chambre de résonance. Ils sont capables de pousser des cris pour les plus gros mâles qui peuvent s'entendre à des kilomètres à la ronde. Il est important de noter que l'os hyoïde est un os particulier. Chez les humains, c'est le seul os qui ne soit pas rattaché de manière articulaire. On le trouve chez les oiseaux, les reptiles, les primates, les félins, de manière générale les mammifères. Cet os, situé au niveau du larynx, sert surtout pour les vocalises, mais aussi la déglutition, ou alors d'autres fonctions prédatrices, comme pour les caméléons. Et oui, parce que c'est grâce à l'os hyoïde que les caméléons sont capables de tirer la langue. Il fonctionne à la manière d'une arbalète, ce qui permet aux caméléons de pouvoir projeter leur langue avec une rapidité époustouflante. Et chez le singe hurleur, cet os a évolué en une cavité qui permet d'amplifier les sons produits par le larynx. C'est juste du grand n'importe quoi. Et alors, c'est là que c'est ouf. C'est pourquoi ils crient. Ils ont une quinzaine, voire presque 20 types de cris différents. C'est la base de leur communication. Et la plupart du temps, quand les mâles se mettent à crier comme ça, c'est pour prévenir tout le groupe qui a de la bouffe là où il est, prévenir les autres groupes qu'il y a autour, que leur groupe à eux, il est ici, donc ça évite les conflits. Et après, tu as de la communication intraspécifique, donc au sein même du groupe, entre les mâles, les femelles qui disent ça va bien, 06, tout ça. Plutôt là. Là, il est dans le palmier, tu vois. C'est trop stylé. C'est hyper agréable de les voir dans les mangroves comme ça. Alors, c'est pas de la vraie mangrove ici. Ici, on est plus dans un sous-bois maritime, sous-bois du littoral. Donc, tu vas avoir principalement en fait que des palmiers, des cocotiers. Ça, c'est principalement des cocotiers, tu vois. Le sol est jonché de ces noix de coco qui ont toutes germé. D'ailleurs, elles sont vides. J'ai faim, j'ai soif. J'en aurais bien dépecé une pour la manger. Mais le sol est bourré que de ça. Des branches de palme. Hop. Tu vois, des branches de palme comme ça. Et des noix de coco. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a rien d'autre. Et parmi tout ce truc-là, il y a tout un écosystème qui se crée. Et c'est hyper agréable parce qu'il fait très frais. Tu vas sur la plage, il fait 35, 37 degrés tellement ça tape. Et là, il fait frais. Et justement, les singes hurleurs, ils se déplacent par groupe de 20, 15, 20, 25 individus, parfois même plus, dans des zones où il fait frais comme ça, dans la journée où il fait chaud. Et une fois qu'ils ont bouffé, ils se posent pour faire une sieste. Et là, tout le monde dort. Là, c'est marrant, c'est vraiment un petit groupe. Il y a eu des petits, il y a eu des gros. Et tu les entends? J'ai entendu, ouais. T'as eu? Ouais. Donc si ça se trouve, celui-là, il fait partie d'un petit groupe, il fait partie d'un détachement, genre du groupe principal qui vient de là-bas. T'entends ce oh, comme ça là. Oh. Un truc comme ça. Tu nous as fait The Grudge là. Ouais, mais c'est ça, non? Attends. Si tu veux une plus grosse. Vas-y. Si tu veux une plus grosse qualité sonore de résonance, tu fais une case de résonance avec tes joues comme ça.
Non, ça marche pas. En fait, la technique, c'est d'inspirer plus que d'expirer. C'est inspirer vraiment, alors qu'eux, ils expirent. Hein. Je vais vomir. Rigole pas, c'est archi dur. Essaye. Je rigole comme ça, moi, déjà. C'est un cri de soumission que t'as fait. Ouais, non. Attends, viens. Il bouge bien, viens avec moi. Tu aimes ça? Tu aimes ça? Tu aimes les singes hurleurs? C'est mine de rien de plus en plus difficile de les suivre. Même s'ils hurlent, ils s'éloignent de plus en plus. Et rapidement. Est-ce qu'il y a un plan où on le voit derrière? Au début, on le voit un peu, ouais. Ouais, ok. Putain, il se barre tellement loin. C'est un truc de ouf. Je sais pas si vous le voyez là. Je pourrais te montrer n'importe quoi. Il est là-bas. Tu me crois pas? Bah, chais. C'est ouf. T'as vu, là, celui-là, c'est un mâle. Alors, il y a un dimorphisme sexuel, une différence entre le mâle et la femelle, qui est assez intéressante parce que c'est des singes qui ont misé beaucoup sur la vision et qui ont une excellente vision d'ailleurs. Ils ont une vision par rapport aux autres singes de la même famille. Ils ont une vision trichromatique. Enfin, tu sais, ils voient les trois couleurs principales. Et du coup, ce qui fait que sur eux, ils portent les stigmates de cette communication visuelle intraspécifique, donc au sein de la même espèce. À savoir que les mâles, ils ont une énorme paire de balls blanches-bleues qu'ils frottent et qui pend en fait sur tous les supports. C'est assez impressionnant. Dans une zone, à cet endroit-là, qu'on appelle d'ailleurs le miroir, c'est la même chose que ce que tu peux retrouver chez tout ce qui est chevreuil, cervidés, etc. Une petite zone blanche qui est à cet endroit-là, au niveau des fesses sous la queue, qui change de couleur et qui n'est pas de la même couleur que le reste du corps. On appelle ça un miroir. Et donc au niveau du miroir, sur le scrotum, ils ont des méga balls blanches-bleues. Elles sont blanches ou bleues. Et les femelles n'en ont pas. That makes sense. Ah, petite fourmi. Petite fourmi guêpe. Je ne sais ce que tu es. Bon, les fils. Et ici, ils les appellent les Congos. Oh, il y a un petit, les Congos. Il y a un petit, regarde pour de vrai. Enfin, toi, avec tes propres yeux. Quoi? C'est pas grave, on s'en fout. Tu le vois ou pas? Mais trop mignonne. T'as vu? Ah, il est déjà un peu poussé. C'est pas un bébé. C'est pas un bébé, mais il est trop cool. Trop mignon. Avec la maman, là, comme ça, qui le transporte sur le dos. Et parfois, tu peux avoir des petits qui vont commencer à s'émanciper et qui vont quitter le dos de la femelle et pour commencer à se balader, à faire des conneries de bébé, parce que tous les primates font des conneries de bébé quand ils sont bébés. L'espérance de vie du singe hurleur est d'environ 15 ans dans la nature. Il va passer toute son existence dans la cime des arbres. C'est un animal folivore, exclusivement arboricole, toute la famille ou le groupe se déplace de cime en cime. Et les petits suivent les adultes avec attention. C'est trop mignon. Vraiment mignon. Les capucins font ça aussi, ils portent leurs petits sur le dos. Il y a beaucoup de singes qui font ça, qui portent leurs petits sur le dos. Mais tous les singes en fait font ça quasiment. Il y a d'autres primates, genre les tarsiers, je sais pas comment ils font avec leurs petits. Les tarsiers, c'est un genre de primate qui est très peu connu. Tu sais, ceux qui ont des grands yeux énormes comme ça. Et ben c'est des primates, ce petit truc là. Ce que vous êtes en train de voir là, ce sont des primates. Et je sais pas du tout quelle est la reproduction de ce truc là, faudrait que je me renseigne. Et oui, parce que je ne sais pas tout. Non, j'apprends comme vous. D'ailleurs, pour ceux qui pensent que je suis un éminent naturaliste, zoologiste, zoologue, explorateur, etc. Non, je suis un apprenti pour le moment. Hein. Enfin, il y en a plein parmi vous qui me... Non, je vais pas le dire ça. Oh, arrête. Arrête. Non. Je tiens à préciser que j'ai pas la science infuse et que j'apprends. Je fais du mieux que je peux pour vous donner des vidéos au contenu scientifiquement prouvé, mais avec un regard nouveau dessus, parce que c'est ça qui importe. Hein. Moi, très honnêtement, si vous avez envie de savoir des trucs sur les animaux, vous regardez sur Wikipédia. Bon, ok. Sur Wikipédia, c'est un peu de la merde. Regarde cette page, par exemple, sur les basiliques. T'as vu les deux photos là? Eh ben, c'est pas du tout les bonnes espèces bien identifiées. C'est vrai que c'est pas tout le temps ouf. D'ailleurs, si quelqu'un veut changer, moi j'ai la flemme. Hein, mais en vrai, non, ce qui est intéressant au travers de mes vidéos, c'est de vous apporter un œil nouveau, un regard nouveau. Donc, de faire part de mes observations à moi aussi. Mais j'apprends.
j'apprends comme vous. Il y avait plein de choses que je connaissais pas sur les Congos avant de venir les voir. Et oui, c'était ce que je voulais dire, les Congos, c'est comme ça qu'on les appelle. D'ailleurs ici, il y a plein de baraques, de lodges que tu vas avoir, Casa Congo, Lodge Congo, Congo.com, je sais pas. Mais c'est les Mono Congo aussi. Mono ça veut dire singe et Mono Congo ça veut dire singe hurleur. C'est trop génial. Je suis vraiment content. Ça sent la fin de la vidéo ça. Du coup on va faire la fin de la vidéo. Et oui c'est la fin de la vidéo les amis. J'espère que ça vous a plu. Vous avez vu les mangroves, ça n'a rien à voir avec la jungle, hein. C'est un tout autre univers, c'est complètement différent. C'est une autre faune, un autre biotope. Moi j'adore les mangroves, j'adore. C'est un peu dangereux parfois quand la marée elle est haute, mais sinon j'adore. Tout à l'heure là t'as vu c'était marrant là, avec le petit quai crocodile là, c'était cool quand même. Enfin, bref. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner aussi, ça me fera super plaisir. Et puis surtout, ça va permettre d'avoir une communauté beaucoup plus grande, donc forcément de faire des vidéos beaucoup plus stylées à chaque fois de plus en plus. De toute façon, pour ceux qui me connaissent depuis que j'ai sorti la chaîne, vous avez vu l'évolution un petit peu, donc c'est inévitable. Donc c'est ici que je vous abandonne, merci à Aaron d'avoir filmé la vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur les singes, je vous invite à aller voir la vidéo sur les capucins, où dedans la différence entre les singes du Nouveau Monde et de l'ancien monde sont expliqués. C'est ici que je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, paix et prospérité sur votre peuple. C'était Yvan pour Animaux Mode d'Emploi et à bientôt, ciao. Allez, bis.